Le bombardier supersonique, Tu-20 2003, est l'un des joyaux de la couronne collective de l'armée de l'air russe. Il a été salué comme le tueur de porte-avions par Moscou, qui croit que l'avion de l'air soviétique est assez puissant pour éliminer certains des plus grands navires du monde. Pourtant, il ne peut pas gérer un drone, et nous le savons, parce qu'un opérateur de drone ukrainien vient d'anéantir le tueur de porte-avions de la Russie, et il n'y avait rien que le président russe, Vladimir Poutine, puisse faire à ce sujet. RBC Ukraine a été l'un des premiers à signaler la frappe de drone ukrainienne spectaculaire. Le 9 avril, quand même, il a partagé les commentaires faits par le commandant en chef des forces armées de l'Ukraine, Oleksandr Sersky. Comme c'est souvent le cas, Sersky n'a pas fourni trop de détails. Il y a quelques jours, nos actions réussies ont détruit le bombardier à longue portée 2003, a-t-il dit aux médias. Sersky a également confirmé que c'était un drone ukrainien qui avait causé les dégâts, l'avion ayant été ciblé presque dès qu'il avait atterri. Cela conduit à des conclusions intéressantes. La Russie a peut-être envoyé le Tu-20 2003 lors de l'une des nombreuses frappes de missiles que Poutine a menées contre l'Ukraine. Mais cette fois, l'Ukraine a dû suivre l'avion, soit avant, soit immédiatement après l'attaque russe, jusqu'à son aérodrome. Là, le drone a frappé, et en quelques minutes, le pilote du Tu-22M3 serait passé de la satisfaction d'une autre mission accomplie à voir son avion s'enflammer juste devant ses yeux. Il convient de noter que les affirmations de Sersky n'ont pas encore été officiellement vérifiées, selon le Kyiv Independent. Cependant, en supposant qu'il dit la vérité, la frappe audacieuse du drone ukrainien vient de détruire un avion qui a coûté environ 100 millions à la Russie pour le construire. Le Tu-2 2003 est également l'un des éléments clés de l'armée de l'air russe, selon le média. Mais au-delà de ces détails mineurs, Sersky n'a pas confirmé où l'attaque de drone a eu lieu, ni la date précise de la frappe. De plus, le Kiev Independent indique que ni l'Ukraine ni la Russie n'ont confirmé une frappe réussie contre un avion russe en avril. Et si Sersky dit effectivement la vérité, pourquoi éliminer un Tu-20 2003 signifie-t-il autant? Examinez de plus près les spécifications de l'avion. Le Tu-20 2000, qui est conommé Backfired par l'OTAN, a effectué son premier vol en 1969. Oui, l'avion est encore un autre des reliques de l'ère soviétique sur lesquelles Poutine s'est appuyé pour nuire à l'Ukraine. Mais c'est une relique, qui est bien plus efficace que beaucoup des anciens chars et unités d'artillerie que la Russie a déversés en Ukraine. Air Force Technology décrit l'avion comme un bombardier stratégique et un avion d'attaque maritime, ce qui signifie qu'il a une double fonction. Il peut ainsi atteindre des cibles terrestres ou maritimes. Il est aussi piloté par 4 personnes. La variante Tu-20 2003, que l'Ukraine a détruite avec ses drones, est la version la plus moderne de l'avion. Le Téléuniversité, 22 000 original, était lui-même basé sur le design du beaucoup plus ancien Téléuniversité, 22 de Russie. Malgré son premier vol à la fin des années 60, l'avion n'a connu son premier déploiement au combat que lors de la guerre entre la Russie et l'Afghanistan, entre 1987 et 1989. Le Tu-20 2003 est arrivé plus tard. Cette variante a été utilisée pour la première fois en 1995 lorsque la Russie se battait contre la Tchétchénie. Army Recognition fournit plus de détails, notant que le Tu-22 original était le premier bombardier supersonique jamais produit par l'Union soviétique, ce qui en fait l'un des premiers avions russes capables de franchir le mur du son. La variante Tu-20 2003 de l'avion est si vénérée en Russie en raison de sa conception intelligente, Army Recognition, affirmant qu'elle offre la configuration parfaite de sa cellule et des dispositifs à haute portance développés. L'avion est doté d'ailes à géométrie variable, qui sont des ailes qui peuvent changer l'angle de balayage en vol pour permettre une performance aérodynamique idéale en fonction des conditions changeantes. Dans le cas du Tu-20 2003, cet angle peut changer de 20 à 65 degrés. Les 4 membres d'équipage sont répartis en 2 équipes. 2 pilotes sont assis à l'avant dans la cabine avant, où ils sont soutenus par un navigateur et un opérateur d'armes stationnés à l'arrière de l'avion. Toutes les cabines disposent d'écrans métalliques amovibles, conçus pour atténuer l'impact d'une explosion nucléaire, chaque membre de l'équipage ayant également un siège éjectable qui leur permet de s'échapper rapidement, tant que l'avion voyage à 80 mph ou plus. La propulsion est assurée par une paire de moteurs à turboréacteurs à double flux NK25, qui sont équipés de post-combustion et de prises d'air en forme de coin horizontale. Ce design à double moteur fournit essentiellement au Tu-20 2003 un avion de secours si quelque chose se passe mal lors d'une mission. L'avion est tout aussi capable de voler avec un seul moteur, bien qu'à une vitesse réduite, qu'avec 2,
ce qui signifie qu'une panne de moteur n'entraîne pas nécessairement la perte de l'avion. Le Téléuniversité 22003 dispose également d'un système de navigation étonnamment avancé, compte tenu de l'âge du bombardier stratégique. Il est équipé d'un radar et d'un viseur de bombardement optique, envoyant un signal directement à une chaîne de télévision visible par le navigateur de l'avion. Il dispose également d'un système de contrôle de vol automatique, qui combiné à d'autres caractéristiques de navigation et au système de contrôle d'armement de missiles de l'avion, garantit que les problèmes de navigation, de ciblage et de pilotage sont minimisés. Ajoutez à ce package des contre-mesures de guerre électroniques, notamment des dispositifs de radar, de reconnaissance et de contre-mesures, ainsi que des distributeurs de leurres et de fusées éclairantes. On obtient ainsi un avion conçu aussi bien pour la défense que pour l'attaque. Cependant, ce sont les capacités d'attaque du 222 qui font qu'en détruire un avec un drone est une victoire massive pour l'Ukraine. Chaque 222 est équipé d'un trio de missiles KH-22000 qu'il peut utiliser pour détruire des cibles sur terre ou en mer. L'un de ces missiles à bobon est placé dans une soute à bombes, située sous le fuselage de l'avion, les deux autres étant maintenus dans des stations sous l'aile. En plus du KH-22, Mademoiselle l'avion transporte également 6 missiles hypersoniques anti-navires et anti-radiation, qui sont également disposés dans le fuselage. Si l'avion est désigné pour transporter des bombes, il peut soit contenir 69 des FAB-250 de la Russie, qui sont des munitions stupides de 250 livres, soit 8 de ces FAB 1500, qui pèsent d'un 1500 livres. Si ces bombes vous semblent familières, c'est parce qu'elles sont les munitions que la Russie a transformées en bombes planantes dévastatrices, qu'elle utilise pour bombarder les villes de l'Ukraine. Cela nous mène à une autre raison clé, expliquant l'importance de cette frappe de drone pour l'Ukraine. Non seulement elle a éliminé l'un des meilleurs bombardiers de l'arsenal aérien de la Russie, mais elle a également fortement réduit la capacité de Poutine à détruire son infrastructure. Depuis les cieux, revenons un instant sur le KH-22000. Le missile mesure presque 37 pieds et représente l'un des plus grands accomplissements en matière de missiles de l'Union soviétique, selon Airpra. Son design ingénieux lui donne une forme profilée qui minimise la traînée aérodynamique, permettant au missile d'atteindre des vitesses de presque Mach 5. Combiné à son moteur de fusée à carburant liquide, ce design devient aussi un missile à longue portée. Le KH 372 miles a une portée de 372 miles, permettant à la Russie de le lancer loin derrière les lignes de front en Ukraine, et frapper encore des cibles critiques dans des villes comme Kiev et Kharkiv. La Russie a également la possibilité de le charger avec différents types d'ogives, y compris des ogives à haute explosion conventionnelle, et si la situation l'exige, des ogives nucléaires, qui délivrent une mégatonne de puissance explosive. Le KH-22 peut également être basculé entre les modes basse et haute altitude, ce dernier lui permettant de monter jusqu'à 89 000 pieds, le plaçant bien au-dessus de la portée de nombreuses défenses aériennes de l'Ukraine. Rapide aussi en basse altitude, atteignant Mach 3,5, mais sacrifiant l'altitude maximale de 39 385 mètres. Pourquoi est-ce important ? Comme le souligne le Kyiv Independent, dans son rapport sur la frappe de drone de l'Ukraine contre le Tu-22 la Russie a utilisé le KH-22 pour bombarder les villes ukrainiennes. La conception et la vitesse élevée du missile le rendent très difficile à suivre et à détruire pour les défenses aériennes, ce qui en fait l'un des plus fiables pour la Russie pour frapper des cibles au sol en Ukraine. Un Tu-2, 2003 en moins dans le ciel, peut signifier que la Russie perd la capacité de lancer des dizaines de ces KH-22 au cours des prochains mois. Et ça empire pour Poutine. La Russie a transformé ses bombes FABDUM en bombes planantes qu'elle utilise pour attaquer l'Ukraine. Et ces bombes planantes sont remarquablement faciles à fabriquer pour la Russie. Tout ce dont elle a besoin est un kit de planeur spécial qui coûte entre 20 000 $ et 30 000 $. Elle obtient une bombe prête à l'emploi pouvant être lancée depuis l'arrière du front. Ces bombes ne sont toujours pas des armes de précision, mais les kits de planeurs russes incluent des systèmes de navigation par satellite qui leur permettent de planer. D'où le nom, vers la région générale d'une cible. Bon marché et destructeur, la combinaison idéale pour la Russie. Cette qualité compense l'imprécision, satisfaisant amplement la Russie. Si une bombe plane touche le sol dans la région approximative d'une cible parce qu'elle sait que la bombe fera des dégâts, combien de dégâts ? Pour comparaison, un véhicule d'assaut futur 1500, que le Tu-22 peut transporter, pèse environ 1,5 tonne. Cela représente environ 1322 livres d'explosifs, plus le poids de la bombe elle-même. Un seul obus d'artillerie russe de 152 mm ne transporte qu'environ 14 livres d'explosifs.
Donc, une bombe planeuse FAB 1500, larguée par un Tu-20 2003, contient plus de 94 fois la charge explosive qu'offre un obus d'artillerie. C'est pourquoi la Russie les utilise si intensivement. Le 9 janvier, l'Ukraine a affirmé que la Russie avait largué 51 000 de ses bombes planeuses sur les villes et infrastructures ukrainiennes. Cela représente environ 1457 bombes par mois, bien que la fréquence des attaques russes se soit intensifiée en 2024, en éliminant un Tu-20 2003. L'Ukraine vient de priver la Russie d'un avion capable de transporter et de lancer potentiellement des dizaines de ces bombes terrifiantes à la fois. La menace des bombes planeuses persistera car la Russie dispose encore de nombreux avions équipés pour les tirer. Cependant, perdre un avion aussi polyvalent capable de tirer des missiles et des bombes planeuses signifie que Poutine sera contraint de soulager une partie de la pression qu'il tente d'exercer sur l'Ukraine. Et l'Ukraine le sait. Les rapports du 9 avril d'un opérateur de drone ukrainien éliminant un Tu-20 2003 peuvent être parmi les plus impressionnants, mais ce n'est loin d'être le premier. En fait, l'Ukraine a lancé une campagne contre cet avion russe spécifique qu'il a vu éliminer plusieurs Tu-20 2003 dans le passé. Par exemple, en avril 2024, les unités antiaériennes ukrainiennes ont abattu l'un des bombardiers russes pour la première fois. Le bombardier a fini par s'écraser dans la région de Stavropol-Kraï en Russie suite à la décision de Poutine de lancer une frappe aérienne sur l'oblast de Dnipropetrovsk en Ukraine. Bien sûr, la Russie a nié que l'Ukraine ait abattu l'avion dans les cieux. Son ministère de la Défense a déclaré que le Tu-2 2003 s'était écrasé à cause d'une défaillance technique lors de son retour à sa base. Un pilote est mort et un membre d'équipage a disparu suite à cet événement. Les deux autres membres d'équipage auraient été évacués sans danger grâce à leurs sièges éjectables. L'Ukraine a chanté une mélodie bien différente. Elle a affirmé avoir réussi à abattre le bombardier russe en utilisant un système anti-aérien S-200, qui est encore plus ancien que l'avion qui l'a détruit. Déployé pour la première fois dans les années 60, le S-200 est considéré comme obsolète par la plupart. L'Ukraine l'a prouvé. Pour la première fois, les unités de missiles anti-aériens de l'armée de l'air ukrainienne, avec la direction principale du renseignement, ont détruit un bombardier stratégique à longue portée Tu-22 M3, a déclaré le commandant de l'armée de l'air, Mykola Oleshek. Il a également tenu à souligner que KH-22, soulignant à quel point ce missile a été destructeur pour l'Ukraine depuis que Poutine a lancé son invasion. Les opérateurs de drones ukrainiens viennent de marquer le premier anniversaire de l'abattage d'un Tu-20 2003, en éliminant un autre de ces bombardiers dangereux. Et ce n'est pas tout. Le 32 juillet 2024, le Kyiv Independent a rapporté que l'Ukraine a lancé une incroyable attaque à longue portée contre l'aérodrome d'Olenia dans l'oblast de Mourmansk en Russie. Résultat, 2 bombardiers 222 M3 endommagés. Cette frappe a succédé à une autre, où l'Ukraine a touché un autre bombardier sur un aérodrome, à une distance étonnante de 1118 miles au nord de la frontière ukraino-russe. Le porte-parole du renseignement militaire ukrainien, Andriy Youssov, a déclaré que l'un des deux, Tu-20 2003, était en cours de restauration à Olenia avant d'être touché. La restauration avait déjà pris plusieurs mois pour être achevée. L'Ukraine a donc prolongé davantage le temps nécessaire à la Russie pour faire décoller ce bombardier. Il est à noter que la frappe a eu lieu avant que les États-Unis n'autorisent l'utilisation de leurs missiles à longue portée pour attaquer la Russie sur son propre territoire, suggérant que c'était encore un autre exemple de l'Ukraine faisant un usage brillant de ses drones. La Russie a perdu encore plus de bombardiers depuis avril. Deuxièmement, la Russie a signalé qu'un de ses Tu-20 2003 s'était écrasé en Sibérie en raison d'une autre défaillance technique. Cette fois, il semble peu probable que l'Ukraine ait pu causer les dégâts. Le bombardier Boler était à 2500 miles de la frontière ukraino-russe à ce moment-là. Cependant, un autre Tu-20 2003 est abattu. Et tout cela conduit à une autre question. Que signifie la campagne de l'Ukraine contre les Tu-20 2003 de la Russie pour Poutine et ses forces? Pour commencer, l'Ukraine réduit lentement les stocks de la Russie de l'un de ses bombardiers les plus importants. Selon Defense Express, la Russie posséderait, sur le papier, 57 Tu-22 M3. Les frappes discutées jusqu'à présent ont éliminé au moins 4 d'entre eux, avec un autre maintenant en lambeaux, dans la nature sibérienne. Ces 5 bombardiers, qui auraient pu tirer des missiles KH-22 et des bombes planantes sur l'Ukraine, qui n'existent plus. Le journal de la sécurité nationale renforce ce point, affirmant que la Russie a perdu 10% de son arsenal de Tu-20 2003. Le problème pour la Russie est désormais lié aux origines de l'avion.
comme une grande partie de l'équipement que Poutine utilise en Ukraine. Le Tu-20 2003 provient de l'ère soviétique. Il est âgé, mais toujours efficace. Mais comme l'a prouvé le crash en Sibérie, les bombardiers qu'il reste à Poutine approcheront certainement de la fin de leur vie opérationnelle. Les problèmes techniques risquent de se multiplier avec la prolongation de la guerre en Ukraine. Et la réalité à laquelle Poutine doit faire face est qu'il est peu probable qu'il puisse maintenir tous ces 2-22 M3 dans les cieux. Il manquera de pièces de rechange pour entretenir les bombardiers, forçant beaucoup d'entre eux à être cloués au sol. En comptant les bombardiers ukrainiens abattus par drones et frappes anti-aériennes, la réserve de l'une des armes les plus efficaces de Poutine ne cesse de diminuer. Les bombardements de bombes planantes et de missiles de croisière de la Russie contre l'Ukraine en souffriront. Avec chaque Tu-20 2003 qui est mis hors service, l'Ukraine soulage la pression russe sur certaines de ses villes les plus ciblées. 1000 haies, ce n'est pas tout ce que l'Ukraine a accompli. Chaque Tu-20 2003 coûte à la Russie environ 100 millions de dollars à construire, mais cela ne compte pas. Les missiles de croisière et les bombes FAB qui sont chargées dans les bombes d'avion sont bon marché et abondants. C'est pourquoi la Russie en convertit tant en bombes planantes. Cependant, chaque missile K-H-22 coûte environ 1 million, en supposant que chaque Tu-20 2003 que l'Ukraine élimine transporte sa capacité maximale de 3 de ces missiles. Cela signifie que vous pouvez ajouter 3 millions de plus au coût que Poutine supporte pour chaque frappe réussie. Et, étant donné qu'il y a au moins 5 Tu-22 M3 détruits à prendre en compte, cela s'additionne. 515 millions de frappes ukrainiennes ont coûté à la Russie au cours de la dernière année. Poutine ne peut pas se permettre ce genre de pertes. À la fin de 2024, il avait déjà dépensé 200 milliards de dollars pour une invasion qui ne devait durer qu'une semaine. Certaines estimations suggèrent qu'il pourrait dépenser environ 500 millions à 1 milliard de dollars par jour pour la guerre. Quels que soient les chiffres corrects, la Russie ne peut tout simplement pas absorber la perte de plus de 500 millions de dollars de matériel. Elle ne peut surtout pas absorber ces pertes. Lorsque chaque Tu-20 2003 retiré du ciel signifie qu'il ne peut pas causer de dommages équivalents à l'Ukraine, il y a aussi l'aspect défensif à considérer. Les assauts de l'Ukraine sur les Tu-20 2003 de la Russie ne sont qu'un microcosme d'une campagne plus large contre la puissance aérienne des forces de Poutine en ce qui concerne le bombardier lui-même. Chaque tir contre la capacité de Poutine à lancer des bombes planantes et des missiles de croisière sur l'Ukraine crée une opportunité pour l'Ukraine d'utiliser ses propres atouts aériens, allant des drones au F-16S, qu'il a reçus de ses partenaires occidentaux comme des atouts d'attaque plutôt que défensifs. L'Ukraine a aussi visé davantage d'aérodromes ces dernières semaines. Le 9 avril, il a bombardé plusieurs installations clés à travers la Crimée, avec 158 drones, y compris un aérodrome militaire à Mozdok. C'est là que se trouvent de dos plusieurs des avions Mikoyan 31K de la Russie qui sont capables de tirer des missiles hypersoniques. Il y a un mois environ, l'Ukraine a dévasté l'aérodrome d'Engels, une autre base d'où Poutine lançait des bombes planantes et des missiles avec sa flotte de bombardiers. Chacune de ces attaques, qui cible souvent aussi les défenses anti-aériennes de la Russie, affaiblit l'armée de l'air de Poutine, tout en créant des ouvertures que l'Ukraine peut exploiter. C'est peut-être pour cela qu'elle a pu toucher un Tu-20 2003 avec un drone. Cette attaque n'aurait peut-être pas été possible au début de la guerre. Cependant, alors que l'Ukraine a réduit à néant l'armée de l'air russe, elle a créé de nouvelles voies pour ses drones et ses missiles à exploiter. La destruction du bombardier en avril ne semble pas être un incident isolé. Ce qui pourrait se développer ici est le début d'une campagne plus concertée grâce à laquelle l'Ukraine élimine enfin les bombardiers clés qui dévastent ces villes depuis si longtemps. La destruction par l'Ukraine d'un Tu-20 2003 avec un drone peut sembler être une seule attaque contre un actif russe. Poutine saura que cela signifie beaucoup plus. Cela montre que l'accent mis par l'Ukraine sur ses actifs aériens porte ses fruits, ouvrant la porte à l'Ukraine pour détruire plus de ses armes les plus précieuses à l'avenir. Mais que pensez-vous de l'impressionnante frappe de drones de l'Ukraine? Quel est l'impact de l'élimination d'un Tu-20 2003 du ciel sur la guerre en Ukraine? Verra-t-on plus de ces puissants bombardiers détruits dans les prochains mois? Partagez vos pensées dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur la manière dont l'Ukraine repousse l'invasion de Poutine vers la Russie. Nous sommes une source indépendante d'informations à jour sur les affaires militaires à travers le monde et nous apprécions beaucoup votre soutien.